Téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition. Au sommaire, l'ULCC exige que l'action publique soit en mouvement contre les 3 conseillers présidents, ainsi que l'ancien président de la BNC, tous impliqués dans le scandale de corruption. Les charges principales retenues contre eux incluent l'abus de fonction, le versement de pots de vin et la corruption passive et active. Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères n'a pas répondu à la convocation du Conseil présidentiel de transition. Dans une lettre, le Premier ministre Gariconi a évoqué un vice de forme dans la procédure. Également au titre, actuellement, plus de 700 000 personnes sont déplacées en Haïti, la majorité étant des enfants selon un rapport de l'OIM. Ce chiffre a augmenté de 22% depuis juin en raison de la violence des gangs. Comme annoncé en titre, l'unité de lutte contre la corruption recommande la mise en mouvement de l'action publique contre les conseillers présidentiels Smith-Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive. L'ULCC a également exigé la mise en branle de l'action publique contre Raoul Pierre-Louis pour entrave au fonctionnement de la justice, abus de fonction, versement de pots de vin et corruption active. Dans un rapport d'enquête publié ce mercredi 2 octobre, l'ULCC révèle que des cartes de crédit ont été émises à leur nom en dehors des normes établies dans le cadre de discussions tenues dans une chambre d'hôtel. Compte rendu, Réti Fortuné. Un important dispositif sécuritaire était en place devant les locaux de l'unité de lutte contre la corruption qui s'apprêtait à publier son rapport d'enquête sur le scandale de corruption impliquant 3 conseillers présidentiels. Après plusieurs mois d'audition des différentes personnalités indexées, l'ULCC communique finalement sur le dossier. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre le vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. Les investigations menées par la commission d'enquête de l'ULCC révèlent que la direction des opérations de la carte de la BNC a émis 4 cartes de crédit préapprouvées, c'est-à-dire accordées directement par le conseil d'administration de la BNC, dont 3 au nom de Smith-Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles, d'une limite de crédit de 20 000 $ américains chacune. Dans ce rapport d'enquête, l'ULCC a fait des recommandations administratives en plus des recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord la mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith-Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Il en est de même pour Raoul Pierre-Louis, qui se retrouve auteur de versement de pots de vin et de corruption active, souligne l'ULCC. Lonique Léandre est la 4e personnalité qui a participé activement aux discussions. Il a bénéficié d'une carte d'une limite de crédit de 12 500 $ américains. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonique Léandre pour instigateur de versement de pots de vin fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits. Publication tant attendue du rapport d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption dans le cadre de ce scandale de corruption impliquant 3 conseillers présidentiels
accusé d'avoir demandé 100 millions de gourdes à l'ancien président du conseil de l'administration de la Banque nationale de crédit, à savoir M. Raoul Pierre-Louis, pour le maintenir à son poste. Eh bien, le rapport d'enquête de l'ULCC est finalement sorti et en termes de recommandations sur le plan pénal, l'unité de lutte contre la corruption recommande la mise en mouvement de l'action publique contre les 3 conseillers présidents indexés, à savoir M. Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis Gérald Gilles. L'unité de lutte contre la corruption recommande également la mise en branle de l'action publique contre Raoul Pierre-Louis pour entrave au fonctionnement de la justice. On peut dire que les prochains jours seront déterminants pour l'avenir du Conseil présidentiel de transition, surtout quand on sait bien qu'à partir de la semaine prochaine, l'un des indexés, à savoir M. Smith-Augustin, devrait devenir le nouveau coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. Claude Désir et Richie Fortuné pour Télémétropole. Autre point qui domine l'actualité, le Premier ministre Gary Coney a sollicité, par le biais d'une correspondance adressée aux membres du Conseil de transition, l'annulation de la convocation de la ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis. Cette dernière ne s'est pas présentée ce mercredi, selon les observations faites par une équipe de métropole. Rodolphe Pierre-Louis, présent sur place, a suivi l'affaire de près et apporte plus de précisions concernant la correspondance. Nous sommes à l'entrée de la villa d'accueil où la ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis est attendue suite à la convocation des membres du CPT. Il est 11h du matin et aucun dispositif de sécurité n'a été remarqué. Des véhicules font des va-et-vient dans la zone, y compris des officiels, mais loin d'être ceux de la ministre. Pourtant, du côté des membres du gouvernement, tout a été déjà clair et précis dans une correspondance adressée au CPT. Tenant compte du contenu, il est évident que le Conseil présidentiel s'est fait remonter les bretelles par le chef du gouvernement, Gary Coney. Cette démarche soulève plusieurs préoccupations, peut-on lire dans cette lettre. Elle ne respecte pas les usages et procédures établis en matière de bonne gouvernance. Par conséquent, toute interaction formelle avec les membres du gouvernement, y compris les convocations, doit être faite en étroite concertation avec le chef du gouvernement. Compte tenu de tous ces éléments, je souhaiterais proposer que cette convocation soit annulée, a écrit le Premier ministre Gary Coney. La ministre des Affaires étrangères, comme on l'a dit précédemment, Dominique Dupuis, n'a pas honoré la convocation des membres du Conseil présidentiel, notamment le président du Conseil, Edgar Leblanc-Fils. Alors dans cette même correspondance, il est précisé, selon le Premier ministre Gary Coney, que cette convocation ne respecte pas les prescrits de la Constitution amendée selon les articles 156 et 159. De préférence, le docteur Gary Coney demande à la ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis de prendre part à la réunion hebdomadaire qui aura lieu vendredi prochain avec les membres du Conseil présidentiel de transition. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Alors que l'ULCC vient de publier son rapport concernant le scandale de corruption impliquant les 3 conseillers présidents, beaucoup se demandent si ce document aura un impact réel sur le fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. L'attention se porte particulièrement sur Smith-Augustin, l'un des concernés, qui doit présider le Conseil à partir du 7 octobre prochain, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle nouvelle crise au sein du CPT. Et pour mieux comprendre cette affaire ainsi que la convocation de la ministre Dupuis par le CPT, nous accueillons Maître Patrick Laurent, consultant juridique de Métropole. Bonsoir Maître Laurent, merci en pile pour disponibilité. Bonsoir, c'est un plaisir pour répondre à l'invitation Métro News. La nouvelle a l'effet d'une bombe aujourd'hui. L'ULCC qui mandait pour mettre en examen les 3 conseillers présidentiels impliqués dans le dossier corruption BNC1. Qui ça, publication, rapport ça, Maître Laurent, impliqué pour 3 conseillers présidents? Bon, alors, il faut nous dire, le rapport que l'ULCC fait, qui est sorti, ça l'impliqué, c'est que l'ULCC va transmettre le rapport-là au commissaire gouvernement. Et maintenant, le commissaire gouvernement, après analyse, apprend telle mesure que de droit. Bon, ça pour auditoire de Métro News comprendre,
commissaire gouvernement capable de garder rapport, estimer que il n'y a pas assez de matière pour poursuivre, il n'y a pas poursuivre, ou bien s'il estime qu'il y a matière pour poursuivre, commissaire gouvernement capable de poursuivre. Et dans le cas où commissaire gouvernement capable de poursuivre, elle implique que moun que yo recommandé pour mettre l'action publique en mouvement contre Yoa, à savoir Smith, Augustin, Emmanuel Vertilet et lui Gérard Gilles, et même Raoul Pascal Pierre, à ce moment-là, il va ouvrir une information judiciaire, parce que ça que ça fait là, c'est pas une enquête judiciaire qui est liée, c'est une enquête extrajudiciaire, ex hors en dehors de la justice, et que le commissaire gouvernement, s'il estime qu'il y a matière pour poursuivre, la mettre l'action publique en mouvement, la saisie cabinet d'instruction, et à ce moment-là, moun qui implique indexer le rapport, capable de paraître devant le juge d'instruction à ce moment-là à titre d'inculpé. Nous connaissons que le président Smith Augustin, président conseiller Smith Augustin, a gagné justement pour M. Edgar Leblanc fils, t'es passé le pouvoir là, le 7 octobre, qui venu là. Maître Laurent, est-ce que vous pensez que la publication rapport ça capable d'empêcher passation de pouvoir entre Edgar Leblanc fils et conseiller président Smith Augustin? Ok, si nous étions sur le plan juridique strict, il n'y a pas qu'à empêcher pour qui ça, parce que rapport, pas qu'on prenne que Mounsayo ni prévenu, ni inculpé. Donc il faut bien comprendre. Rapport, son rapport qui est fait par l'ULCC et qu'il fait des recommandations. Or, ce n'est pas des ordres, c'est des recommandations qui peuvent être appréciées par le commissaire du gouvernement. Sur le plan du droit strict, jusqu'à présent, M. Sayo et même conseiller Smith pas gagné action publique en mouvement contre lui. Si nous regardons sous ANGSA, c'est que pas y a aucun problème pour que l'État prenne investiture lundi prochain. Par contre, si nous faisons l'autre analyse politique maintenant et que nous sommes capables d'estimer que Sylvine investi, il va y avoir plus de problèmes pour comparer si comme ce gouvernement décide de mettre l'action publique en mouvement. Là, ça, sur le plan politique, nous avons dit, bon, comme nous avons un rapport que nous sommes susceptibles pour aller devant le cabinet d'instruction, il faut que tu aies fait un geste politique. Dans le cas ça, il faut que tu aies démissionné. Mais sur le plan du droit strict, pas rien là pour empêcher que aux citoyens occupés de fonctions et des postes que tu n'as pas brigué là nous sous l'angle du droit parce que pas qu'on gagne aucune action judiciaire qui prend contre eux, il n'y a pas ni prévenu, ça veut dire pas ni devant le tribunal correctionnel, il n'y a pas ni inculpé, ça veut dire pas ni devant le cabinet d'instruction. On a parlé jeudi à la mercredi 2 octobre. Maître Laurent, est-ce que 3 conseillers présidents et puis également M. Raoul Pierre, lui, qui est indexé dans le rapport, ça, est-ce que vous avez des droits de recours? Si vous voulez contester le rapport, qui ça qui a fait? Ok, il faut dire que l'ILCC par une instance de jugement, l'ILCC par une juridiction. Je vous pas de recours qu'on a fait contre le rapport là. À ce moment-là que le rapport là sorti, il vaut ce que ça vaut, les pral le parquet et c'est parquet qui pral maintenant apprécier si la mettre action publique en mouvement. À partir du moment où on met l'action publique en mouvement, et bien moun qui indexé yo ka gagne possibilité pour yo faire valoir leur point de vue, leurs droits, leur donner information les au devant cabinet d'instruction. Mais s'agissant de l'ULCC, rapport ULCC fait qu'il est négatif pour moun, qu'il est positif pour moun, pas de recours. Ça veut dire que recours, c'est que tu as plus loin pour casser le rapport. Non. Rapport n'est pas une, il faut dire très bien, rapport à tout par une décision de justice. Aussi j'ai un rapport à sortir, aussi gens ont capable exploiter soit politiquement, etc. Mais il n'y a pas une décision de justice. Moun yo indexé, pas veut dire yo condamné. D'ailleurs, ce n'est pas une décision de justice, ce n'est pas un rapport judiciaire. Certes, ce n'est pas un rapport judiciaire, mais est-ce que le rapport ça peut gagner de grosses conséquences ou bien il peut gagner de grosses conséquences sur la vie de Mounsayo qui est indexé dans le rapport là? Bon, naturellement, si on a sur le plan du droit, oui, il y a des conséquences. Si le commissaire gouvernement met l'action publique en mouvement, monsieur pral inculpé dans le cabinet d'instruction. Et lors du cabinet d'instruction, le juge d'instruction a décidé de mener une enquête là pendant 2 heures. Il a décidé de tout mettre
mettez en détention pendant l'enquête là a fait là. Donc ça veut dire qu'il y a des conséquences qui arrivent si le commissaire gouvernement bat une suite suivant recommandation ILCC. Donc, autrement dit, sur le plan judiciaire, il y a des graves conséquences sur le commissaire gouvernement bat suite. Mais sur le plan politique, nous pas qu'à dire. Peut-être que sur le plan politique et que monsieur conseil présidentiel de la République dit bon, nous-mêmes nous pas là pour entraver la justice. Comme nous voyons pour aller devant le cabinet et la justice et que si le commissaire gouvernement mettait action publique en mouvement, on a dit nous pas des condamnés, nous toujours des présidents innocents, mais pour permettre au conseil la sérénité pour fonctionner, il faut tirer à l'école, nous démissionner pour nous aller. Ça c'est une question politique liée. Mais sur l'angle du droit, on entend pour nous qui suite que le commissaire gouvernement cabaye avec rapport ça. L'autre point cap dominé actualité jeudi, mercredi, c'est justement le fait que CPT1 l'y convoqué en Conseil des ministres. Il convoquait plutôt la ministre des Affaires étrangères, Mme Dominique Dupuis. Première question, est-ce que CPT1 est capable de convoquer un ministre dans le gouvernement? Sinon, qui ça qui couloir, qui ça qui méthode habituelle? Bon, la vérité de nos situations inédites, et conseil présidentiel là, s'il a joué le rôle président de la République, si vous voulez, président de la République là capable de convoquer ou bien inviter un ministre en audience pour éclaircir une question. Ou bien soit il fait dans le conseil des ministres, ou bien il fait en privé. Mais maintenant, comme nous avons une situation inédite, et pas gain de texte, au fait, une convocation faite par chef cabinet et CPTA. À ce moment-là, il y a des gens qui disent que le chef cabinet n'a pas gain de droit pour convoquer et ministre. Même nous croyons que le président Yo, qu'attendait le ministre. Il entreprend. Maintenant, il faut bien comprendre tout. Qui ministre a invité la Cournée là tout, c'est le ministre des Affaires étrangères. Théoriquement, question et relations internationales, c'est chasse gardée de la présidence. En tant que tel, président Yo, t'as gagné droit c'est un problème qui pas marcher dans la diplomatie, tendez écouter, discuter, c'était un problème pour que le ministre ait un éclaircissement. Parce que ça qu'a fait là, on ne va pas tomber dans une situation côté bon ministre qui a plus pouvoir, plus autorité parce que monsieur le président. Ça, c'est un mauvais précédent. Mais dans le cadre normal des choses, si un ministre, si tu as une institution qui a fonctionné, si tu as un parlement qui est là, laissez le parlement, si tu es capable d'interpeller le premier ministre ou bien interpeller le ministre du gouvernement. La situation est là, c'est une situation inédite qui parle en livre. Eh bien, si c'est eux qui te mettent comme ministre, ils attendent puisque théoriquement, un gouvernement doit être fait de concert avec le premier ministre et président de la République. Quand on a un conseil de président, on dit premier ministre avec président, avec conseiller président. On pense que si un problème et que le président qu'a invité, convoqué n'importe quel ministre à l'audience en audience pour gagner éclaircissement. Et que si d'aventure que le ministre a ce handicap pour bonne marche transition, et bien de concert avec le Premier ministre de Kamandel pour tirer la référence. Moi, je pense que ce n'est pas une question pour ta retenu l'actualité, pour ta faire des grands débats, parce que le ministre là, supposé capable d'atterrir, agenda, conseil et la transition, cap mené en tandem par M. le Président, M. le Président et Premier ministre qui chef gouvernement. En réaction justement avec invitation ça, Premier ministre Gary Coney a adressé une lettre pour le répondre Conseil présidentiel transition. Est-ce que Conseil présidentiel n'a pas qu'à convoquer un ministre sans informer ou du moins sans l'aval du Premier ministre? Et puis, quelle compréhension de réponse Dr Gary Coney pour nous capables de finir? Bon, naturellement, réponse qu'on va donner, c'est parce que notre transition et que probablement le Premier ministre comprenne
pouvoir et que il y a autorité que monsieur CPC, mais garantit une situation normale, quand il y a une institution qui a fonctionné, le président t'a carré le premier ministre, c'est tout de suite qu'il a prétendu le bureau, même il y a une lettre qui sortit. C'est ça que maintenant qu'on a la situation ça n'est là, la situation de crise nous est là, c'est pas là pour des chefs dans l'état exécutif là, après des exhibitions, d'échanges de lettres sous dans les médias, la radio, parce qu'on n'a pas besoin de ça, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de la peine, nous avons besoin de retourner, il faut que accorder violon pour que nous ne pas venir un pied d'achoppement pour l'autre, mais penser sur un mauvais tableau, sur un mauvais film, n'a pas regardé là. Maître Patrick Laurent, merci en pile, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci, un plaisir, à la prochaine. À la prochaine. Voilà donc les précisions de Maître Patrick Laurent. Avec lui, nous avions abordé dans un premier temps la question du scandale de corruption à la BNC, notamment la décision de l'ULCC, et dans un second temps, la convocation plutôt de la ministre des Affaires étrangères par le Conseil présidentiel de transition. Merci de votre fidélité à Métro News. La suite des informations, alors que certains évoquent une possible tension entre la primature et la présidence, la dégradation de la situation est une réalité tangible. En pleine crise sécuritaire, 5,4 millions d'Haïtiens peinent chaque jour à se nourrir, ce qui représente l'une des proportions les plus élevées d'insécurité alimentaire aiguë dans un contexte de crise alimentaire mondiale. Certains observateurs appellent les membres de l'exécutif à se préoccuper des problèmes réels de la population, dont la rentrée scolaire, qui reste un défi pour de nombreux parents. Autre information, plus de 700 000 personnes sont actuellement déplacées en Haïti, dont plus de la moitié sont des enfants, selon un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations. Ce nombre a augmenté de 22% depuis juin, en raison de la violence des gangs, qui a contraint plus de 110 000 personnes à fuir, notamment à Gressier. Grégoire Godstein, le chef de l'OIM en Haïti, appelle la communauté internationale à renforcer son soutien aux déplacés et aux familles d'accueil qui font face à des pénuries alimentaires et à un manque de services de base. Environ 75% des déplacés se trouvent dans les provinces, tandis que Port-au-Prince en abrite un quart. Malgré les difficultés d'accès, l'OIM poursuit son aide et s'engage à travailler avec le gouvernement haïtien pour atténuer la crise humanitaire. Autre conséquence de la violence des gangs, Caribbean Port Services annonce que la fermeture temporaire de ses installations, initialement prévue jusqu'au 29 septembre 2024, est prolongée jusqu'au 4 octobre 2024. Cette décision a été prise pour garantir la sécurité des employés et des infrastructures en raison des risques sécuritaires persistants. La zone portuaire reste dangereuse avec des tirs d'individus armés qui empêchent l'accostage des navires et ont blessé un opérateur de grue. La police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti poursuivent leurs efforts pour rétablir l'ordre. Parlons à présent économie à Métro News, notamment du budget 2024-2025. La ministre des Finances, Kathleen Fleury-Stahl, qualifie le budget de réaliste et affirme sa volonté de lutter contre la contrebande et la fraude fiscale pour augmenter les recettes de l'État. Invitée à la rubrique Le Point ce mercredi, elle a souligné que la sécurité est une priorité budgétaire avec des allocations de 8 milliards de gourdes pour la police et 7 milliards pour l'armée. Elle a également mentionné l'éventuelle acquisition d'hélicoptères et annoncé d'importants investissements dans le système judiciaire et les prisons. Et son augmentation extraordinaire de budget l'armée, multiplié par on ne sait pas combien. Et puis pour la police, malgré remplir l'effort que tu as fait, ça, son gros augmentation. OK. Maintenant, sécurité, après sécurité, c'était PTC ou bien santé? Et d'après ça, je comprends, si je regarde le pourcentage, et premier, ce serait éducation. Après sécurité, c'est éducation. Mais éducation avant sécurité en termes de pourcentage. Mais ce n'est pas que ce n'est pas priorité, nous. Ou est dans un grand chantier, nous casser, nous parler de sécurité. Nous tous convaincus, gouvernement convaincu, moi convaincu, que sans sécurité, nous n'avons pas de croissance tout bon. Sans sécurité, il y a un pile projet que nous ne pouvons pas mettre en œuvre.
Donc, son priorité, ce n'est pas dossier, mais c'est dossier ministre de la Justice, ministre de la Défense, police, FADH, ministère de l'Intérieur, Premier ministre. Mais, comment le traduire dans le budget, sur le bail? Parce que ce n'est pas seulement, je nous connais, il y a des appuis externes, nous comptons sur eux. Pour mission d'appui, MMS, là, que le Premier ministre travaille sur ça, et que nous avons des promesses, tant que contrebande, promesses appui que nous avons. Donc, on a essayé de finaliser pour nous câble, et probablement on n'a pas obligé de déboucher son budget rectificatif. Pour qui ça? C'est pour qu'on prenne en compte nouveaux engagements nous avons de bailleurs de fonds, entre autres. Nous prévoyons avions, hélicoptères pour l'armée? Et prévoyons l'argent pour ça? Pas qu'à dire c'est pour l'armée ou pour la police, même connaît que il y a un hélicoptère qui a acheté. Les prévisions, je vais les donner avec un peu d'hésitation. Pourquoi? C'est parce que nous les avons fait avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous espérons grandement qu'on aura des chocs positifs qui pourront nous permettre de revoir les prévisions. Pour l'instant, on a une prévision qu'on va renverser la tendance de la décroissance avec 1% seulement de croissance. On a une prévision qui aurait une inflation d'environ 19%. On a une prévision avec le taux de croissance. Vous allez voir que notre PIB. Mais nous espérons pouvoir mettre en œuvre nos réformes, un renforcement de la gouvernance, une lutte contre la corruption, pour pouvoir mieux investir et investir plus. Et si nous faisons ça aussi, l'international aura plus confiance en nous pour pouvoir nous donner de l'argent. Et ce que j'aimerais dire, souvent les gens ont une idée, je dirais, arrêtée et ils n'ont pas repensé leur idée sur le Fonds monétaire international. L'élection et l'État haïtien, déjà maintenant basket fund, et c'est seulement l'État haïtien jusqu'à présent, sous exercice fait passer à nous virer 700 millions. En tout, il y a 45 millions de dollars qui déjà sous basket fund ça, mais c'est seulement l'État haïtien. Nous attendons l'autre pays contribuer et aider. L'Union européenne et... Le plus souvent, c'est bilatéral qui est dans l'élection, mais nous attendons. Nous mettons un terme à ce journal avant de partir. Le rappel des principaux titres développés ce soir. L'ULCC exige que l'action publique soit en mouvement contre les 3 conseillers présidents ainsi que l'ancien président de la BNC, tous impliqués dans le scandale de corruption. Les charges principales retenues contre eux incluent l'abus de fonction, le versement de pots de vin et la corruption passive et active. Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères n'a pas répondu à la convocation du Conseil présidentiel de transition. Dans une lettre, le Premier ministre Gary Coney a évoqué un vice de forme dans la procédure. Et puis actuellement, plus de 700 000 personnes sont déplacées en Haïti, la majorité étant des enfants, selon un rapport de l'OIM. Ce chiffre a augmenté de 22% depuis juin en raison de la violence des gangs. Voilà ce qui met fin, chers téléspectateurs et téléspectatrices, à cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.